C'est le 20h, nous sommes jeudi 13 février, journée mondiale de la radio. Bonsoir à tous, les titres. Le front diplomatique ouvert contre le Rwanda porte des fruits, des sanctions contre ce pays agresseur et allié et des rebelles du M23, la SADC, l'Union européenne et autres organisations internationales déjà en alerte. On annonce localement l'interdiction aux avions des compagnies rwandaises de survoler le ciel congolais et ce n'est qu'un début. Et on compte plus de 4000 morts victimes de l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Le besoin en sang est énorme pour les nombreux blessés. Plus de 5000 poches de sang attendues pour sauver des vies à Goma. Face à la presse, le ministre de la Santé annonce l'acheminement dans les tout prochains jours de plus de 2900 poches de sang reçues grâce à la campagne récemment lancée. Et la journée de la radio célébrée à travers le monde, c'est l'occasion pour la haute hiérarchie de la RTNC de dresser un état des lieux de la radio nationale et son impact à l'échelle internationale ainsi qu'en milieu rural. Le thème de la célébration, la radio et le changement climatique. Voilà, c'était là le sommaire. Et nous venons de l'apprendre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'arriver en Allemagne ce jeudi. Le chef de l'État va prendre part à la 61e conférence de Munich sur la sécurité qui aura lieu du 14 au 16 février 2025. Plusieurs chefs d'État, ministres ainsi que des dirigeants des organisations internationales et non gouvernementales vont participer à cette rencontre de haut niveau. La RDC ferme son espace aérien aux avions rwandais. Les autorités congolaises ont exprimé leurs préoccupations face à l'insécurité grandissante à Goma et l'implication de Kigali à l'IOM-23. La décision concerne tous les aéronefs civils et d'État enregistrés ou basés au Rwanda. Les détails en images. Dans un contexte de tensions croissantes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Kinshasa a officiellement fermé son espace aérien aux avions immatriculés au Rwanda, décision confirmée par l'autorité de tutelle et les instances de régulation en RDC, notamment l'AAC. Cette décision intervient dans un climat de méfiance marqué par l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Nous avons eu une longue réunion, en fait un long échange sur des questions de souveraineté nationale, sur des questions de sûreté, de sécurité de nos aéroports, de notre espace aérien. Le directeur juridique de l'autorité de l'aviation civile, AAC, a souligné l'importance de garantir la sécurité des vols au-dessus du territoire congolais. Date du 11 février dernier, la République démocratique du Congo a publié un notam pour interdire de survol son espace aérien par tous les aéronefs qui sont immatriculés par la République du Rwanda. Comme on est en temps de guerre, il faut le dire. Donc nous avons passé en revue les implications de la question sur le plan du droit international. Il y a lieu de noter que nous ne sommes pas le premier pays, quoique membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et ayant ratifié la Convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale, nous avons pris cette décision pour raison d'État. La fermeture de l'espace aérien congolais aux appareils rwandais est une nécessité afin de protéger la souveraineté nationale et de prévenir tout accident aérien. Le Rwanda va-t-il s'en prendre à tous ses voisins? Le spectre de la guerre plane entre le Burundi et le Rwanda, ce pays agresseur de la RDC. Le président burundais se dit prêt pour la guerre en cas d'attaque rwandaise. Cédric Kenina. La tension monte entre le Burundi et le Rwanda. Des simples invectives aux menaces. Le Burundi montre ses muscles face à un voisin qu'il qualifie d'indésirable. La dernière sortie médiatique du président burundais Evariste Ndayishimiye en dit long sur les relations plus que tendues entre Kigali et Gitega. C'est lui qui va nous attaquer, nous allons l'attaquer, a déclaré le général Ndayishimiye dans un ton martial devant les habitants de Bugabira, une commune frontalière du Rwanda. Des propos qui illustrent bien l'attitude du Rwanda, aujourd'hui le plus petit commun diviseur de la sous-région. L'élément perturbateur de la coexistence pacifique entre États. Quel est alors le péché du Burundi
pour s'attirer les foudres de Kigali, qui soupçonne finalement tous ses voisins d'abriter des génocidaires qui, si cela est vrai, tout calcul fait, auraient atteint pratiquement tous l'âge de la retraite, voire bien plus. L'embrasement de la sous-région est redouté, d'autant plus que Paul Kagame semble perdre la raison à lire sa toute dernière interview à Jeune Afrique. Le Burundi se dit prêt, la RDC l'est également. Et le Parlement européen somme Kigali de retirer ses troupes de la RDC et appelle à suspendre le mémorandum d'entente de l'Union européenne sur la chaîne de valeur des matières premières durables dont le Rwanda ne dispose pas du tout. L'étau se resserre autour de Kigali. Commentaire. Escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo, la résolution sur la violation de la RDC condamnant clairement le Rwanda a été adoptée par une majorité écrasante des eurodéputés. C'était au cours d'une plénière du Parlement européen à son siège situé à Strasbourg en France. L'ambassadeur de la RDC au Benelux et à l'Union européenne, le professeur Christian Donga-Lankonkou, a été le premier à prendre la parole au cours de cette session qui mettait en débat la problématique de la régionalisation du conflit en RDC. Le monde vous regarde, l'Afrique vous regarde, la République démocratique du Congo vous regarde. Jusqu'à quand continuerez-vous à garder le silence face à cette barbarie? Jusqu'à quand continuerez-vous à rester indifférent face à cette violation des règles de droit international? Les déclarations ne suffisent plus. Il est temps d'agir. C'est une occasion pour démontrer à la face du monde votre attachement aux valeurs de paix et de justice qui constituent le fondement de notre civilisation. En votant pour cette résolution constitue non seulement un acte de solidarité vis-à-vis du peuple congolais, mais aussi votre positionnement du côté du droit et de la justice. La diplomatie congolaise a éclairé l'opinion des députés européens sur la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain dans l'est de la RDC, notamment sur les conséquences de l'invasion du territoire congolais par l'armée rwandaise en appui au supplétif du M23. Les débats ont eu lieu en présence des ambassadeurs de l'Angola, du Burundi et du Rwanda qui ont chacun eu l'occasion de défendre la position de leurs pays respectifs. Et pendant ce temps, ce jeudi, c'était également la clôture au Parlement de la session extraordinaire sur la situation dans l'Est de la RDC. Les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, ont clôturé séparément la session des plénières à huis clos. Le Parlement a proposé une série de stratégies pour mettre fin à l'insécurité à l'Est du pays. Commentaire de cette plénière à l'Assemblée nationale. Deux matières importantes ont été traitées au cours de cette session extraordinaire, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'Est et la proposition des voies et moyens politiques et diplomatiques pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire dans la partie Est, la prestation de serment des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que du nouveau procureur général près cette haute cour devant le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dans son discours de clôture remercier ses collègues pour le travail abattu afin de répondre à l'appel pressant du chef de l'État. Nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. Au cours de cette plénière, les députés nationaux dont les provinces sont touchées par l'insécurité ont peint à travers des motions d'information un tableau très sombre de leurs entités victimes de l'agression rwandaise, des incursions sanglantes de Codeco et de l'activisme des ADF. Répondant à leurs préoccupations, le bureau de l'Assemblée nationale a au cours d'une réunion rassuré les élus nationaux du caucus du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, ainsi que toute la population congolaise que malgré la clôture de la session extraordinaire, la Chambre basse du Parlement va continuer à travailler en étroite collaboration avec les chefs de l'État et le gouvernement pour accompagner toutes les initiatives qui seront prises pour le retour de la paix. Il est important que la nation sache que ses représentants restent en position de veille, en position de suivi, en position d'accompagnement du chef de l'État dans ces combats, dans cette lutte pour la restauration de notre intégrité du territoire. D'autre part, il a fait savoir que l'Assemblée nationale continue à se déployer sur le plan international à travers la diplomatie parlementaire.
Et on change de chapitre. Notez que le taux de mortalité infantile est passé de 24 décès pour 1000 naissances en RDC. Une baisse remarquable. C'est le résultat du rapport national de la 3e enquête démographique et de santé 2023-2024 présenté jeudi à la première ministre Judith Souminois. Reportage Chimène Dondo, Djokoukou. Le gouvernement souminois s'engage à améliorer la qualité de soins de santé pour la population congolaise. Comme le montre le rapport de l'Institut national de la statistique, 85% de femmes de 15 à 49 ans ont bénéficié de soins prénataux d'un prestataire qualifié et la mortalité infantile diminuée à 24 décès pour 1000 naissances. Ces résultats proviennent de la 3e enquête de l'INES réalisée avec le soutien de l'École nationale de santé publique de l'Université de Kinshasa et présentée à la première ministre Judith Souminois Toulouka. La disponibilité de ce rapport est l'aboutissement d'un processus qui date il y a 3 ans, soit depuis mars 2022, pour se terminer en janvier 2025. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylain Nyembo, a salué le leadership et la détermination de la première ministre pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, intégrant l'accès aux services sociaux de base dans les objectifs du programme d'action du gouvernement inscrit dans son pilier 4. À l'occasion de la publication du rapport national sanctionnant la 3e enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo, tout en saluant la présentation faite par le coordonnateur du comité technique de la dite enquête, le professeur Lututala. L'enquête a été menée auprès de 26 452 ménages à travers les 26 provinces du pays. Et nous rentrons à l'est du pays où des chiffres sont alarmants. Plus de 4000 morts victimes de la guerre de l'Est. Le ministre de la Santé l'a dit dans un point de presse. 4260 blessés enregistrés. Le besoin en sang est considérable. Samuel Roger Kamba annonce l'envoi de 2900 poches de sang reçues de la campagne récemment lancée. Reportage. Le plan du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu a été présenté ce jeudi 13 février par le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba lors d'un point de presse. Nous avons demandé donc que le couloir humanitaire, aussi bien pour les intrants, pour les équipements que pour le personnel, soit garanti. Et la semaine dernière, on avait déjà plus de 98 cas de choléra, ce qui veut dire que le risque épidémiologique est très important. Nous avons un accroissement du nombre de blessés. Rien que la semaine du 5 au 10, nous avons eu plus de 118 ou 128 nouveaux cas de blessés, qui amènent à plus de 4260 le total. Donc nous avons encore de nouveaux décès que nous avons nous enregistrés comme nouveaux décès qui montent à plus de 930 décès enregistrés dans les structures de soins et ce n'est pas le décès dans la ville et donc la situation reste préoccupante. Les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu font face à une situation complexe exacerbée par des conflits armés, des déplacements massifs des populations et une insécurité alimentaire croissante. Les épidémies de choléra, de malaria et d'autres maladies infectieuses sont en forte augmentation, mettant à mal les infrastructures sanitaires déjà fragiles. Le ministère de la Santé surveille de près cette situation. Samuel Roger Kamba a annoncé plusieurs mesures prises par le gouvernement et une meilleure coordination entre le gouvernement et les ONG sur le terrain pour assurer une réponse efficace et rapide aux besoins des populations. Les représentants d'ONG présentes ont salué les efforts du gouvernement tout en soulignant la nécessité d'une action rapide face à l'urgence de la situation qui reste critique et nécessaire pour une mobilisation continue des ressources et un engagement fort de tous les acteurs impliqués
Les ministres de la Santé appellent la communauté nationale et internationale à s'unir pour apporter une réponse adéquate à cette crise humanitaire afin de sauver des vies et rétablir la dignité des populations affectées. Et c'est une nouvelle tragique, l'assassinat de l'artiste musicien Delicat Ndengo à Goma. Delicat Ndengo, de son vrai nom Delphin Katembo, était devenu une figure incontournable du paysage musical congolais, un artiste que beaucoup considéraient comme la voix du peuple. Ses chansons résonnaient dans les rues de Goma, donnant espoir à ceux qui se sentent abandonnés par les autorités. L'issue de cet assassinat pourrait également influencer les efforts de paix ou de réconciliation dans l'est du pays. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembe, a vivement condamné l'assassinat de l'artiste musicien révolutionnaire Delicat Ndengo ce jeudi 13 février 2025 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. On y reviendra. Et à la fonction publique, le vice-premier ministre en charge de ce secteur était avec l'intersyndicale de l'administration publique. L'effort de guerre était au cœur de leurs échanges. Il s'agit de la réduction du train de vie des institutions. Reportage. Face à la situation de guerre, le gouvernement avait pris des mesures consistant à la réduction du train de vie des institutions. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, était face aux 600 délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. J'avais ici rappelé que les agents et fonctionnaires de l'État n'étaient pas concernés par la réduction des rémunérations. Ça, c'est une chose acquise. Mais les agents et fonctionnaires de l'État ne sont pas pour autant exemptés du devoir de solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont dans l'Est du pays. Et je voudrais ici faire appel au sens patriotique des fonctionnaires de l'État. Il est donc impérieux que chaque agent puisse prendre conscience qu'au-delà de tous les problèmes auxquels nous faisons face, il y a devant nous la question de la patrie. Et les fonctionnaires font partie du corps national. Il était important que nous puissions chercher, trouver un cadre. Et ce cadre a été trouvé, le concept Ekonzo Po Namapinga, devant permettre à chaque fonctionnaire, en son âme et conscience, et en toute liberté, de mettre chaque mois, dans les limites de ses moyens, quelque chose dans le compte dédié qui sera ouvert par le ministère des Finances dans les prochains jours. Les fonctionnaires de l'État ont à l'unanimité démontré leur patriotisme en adhérant totalement à l'initiative de l'opération Ekonzo Po Namapinga. Dans la salle, unanimement, nous avons accepté que nous allons faire un effort. Nous fonctionnaires, nous allons contribuer. En outre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a relevé la nécessité de fédérer les efforts face à l'ennemi pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la nation congolaise. Et la diaspora congolaise basée en Roumanie et en Australie, solidaire envers les FARDC, l'armée congolaise donc, et les Ouazalendo au front. Une messe en mémoire de victimes, collecte financière et le tout annoncé dans une conférence de presse. Chimène Dondo. Deux marches de soutien un peu partout dans le monde. La RDC, victime de l'agression rwandaise, a mobilisé le monde entier. Nous sommes à Bucarest, en Roumanie, où une messe en mémoire de victimes innocentes de la barbarie rwandaise a été dite. Nos cœurs sont lourds. Notre douleur est immense, car ce qui se passe dans notre pays nous touche profondément. À travers cette messe, nous élevons en voix vers Dieu, le seul véritable consolateur, pour qu'il apaise les souffrances des innocents, qu'il sèche les larmes des affligés et qu'il restaure la paix sur notre terre détruite. Face au silence absolu de la communauté internationale, nous demandons que Dieu exauce nos prières, que la paix revienne le plus vite possible dans notre pays. La paix, encore la paix, le mot est revenu plusieurs dans l'homélie. De l'autre extrémité du globe, en Australie, les Congolais se sont réunis autour d'un homme, le docteur Luc Moulimbalimba, qui a profité de cette large tribune pour présenter la situation sécuritaire plus que préoccupante dans la partie est de la RDC. Aux Australiens
qui n'ont pas tardé un seul instant à joindre leur voix pour condamner fermement l'attitude belliquiste du Rwanda. Et un appel a été lancé également aux élus australiens pour plaider la cause de la RDC face à l'impérialisme. L'unanimité s'est dégagée pour la paix en République démocratique du Congo et le soutien au FARDC et à leur commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en prélude des rencontres congolaises de la pensée africaine annoncées à Kinshasa, le directeur général du Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale a expliqué à la presse le sens de l'événement dans un pays agressé. Renette Koulonga, Papimbongo. C'est un appel à la mobilisation générale que vient de lancer le directeur général du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Notre mission ici, c'est de reconstruire la souveraineté culturelle du pays. Donc ça veut dire défendre nos valeurs, défendre les vraies valeurs de la culture congolaise, qui sont les valeurs de responsabilité, de citoyenneté, de patriotisme et de responsabilité. La culture, c'est un outil d'éducation du peuple. Vous savez, ici, nous allons ouvrir des projections de films. Vous savez, quand vous regardez un film, que vous soyez analphabète ou illettré ou universitaire, vous aurez toujours la compréhension par rapport à vous-même. Donc c'est un lieu de brassage. De son côté, M. Emmanuel Kabongo a insisté sur le rôle de la culture. La culture, c'est le peuple en train de vivre, en train de résoudre ses problèmes, en train d'aller de l'avant. Et si les problèmes continuent à durer, à s'installer dans la pérennité, ça signifie que la culture est en panne. Ça le Congo, l'Afrique ne vaut rien. Cette guerre, faussement appelée guerre de l'Est, c'est une guerre antipatriotique, c'est une guerre contre la patrie congolaise. Cette guerre s'est imposée à nous tous, c'est-à-dire comme un univers de convocation. Cette guerre sollicite toutes nos pensées. Face à cette agression rwandaise imposée à la RDC, les Congolaises et Congolais de toutes couches sont appelés à l'unité et la cohésion nationale afin de gagner cette guerre injuste. Le Congo de Patrice Emery Lumumba reste un et uni dans la concorde de la paix. La RDC sollicite l'appui de l'Allemagne pour des sanctions économiques et commerciales contre le Rwanda. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, l'a dit à l'ambassadeur d'Allemagne accrédité à Kinshasa. Reportage, Eric Kabamba. Les taux se resserrent de plus en plus autour du Rwanda. L'Allemagne vient de mettre sur pause toutes les discussions avec Kigali sur son aide au développement et exige à Paul Kagame de retirer ses troupes sur le sol congolais. Information apportée ce jour au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaonga par l'ambassadeur allemand en RDC. Occasion pour Julien Paluku de solliciter l'appui de l'Allemagne, membre de l'Union européenne, pour durcir encore des sanctions contre le régime de Kigali. Une demande bien accueillie par ces diplomates allemands et a promis une réaction rapide de la part de Berlin. On a parlé de la situation actuelle sur l'invasion de Rwanda, à l'est du Congo, la chute de Goma. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On soutient tous les efforts comme les décisions de Dar du week-end dernier avec le processus de Luanda et Nairobi. Outre le sujet sécuritaire, les deux personnalités ont aussi parlé de l'économie et commerce. Dans ces échanges, ils ont promis de mettre en place dans un bref délai une commission d'experts congolais et allemands pour identifier les opportunités en prélude de la signature prochaine d'un accord commercial entre la RDC et l'Allemagne. Ces instants de discussion ont été aussi mis à profit par cet ambassadeur d'épuiser plus d'expérience auprès de Julien Paluku comme ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et expert en résolution des conflits dans la région des Grands Lacs. Le PNUD déterminé à soutenir le PDDRCS, ce programme qui travaille dans la réinsertion d'anciens combattants. Le représentant de cette agence onusienne a donné des assurances au coordonnateur du dit programme, Désiré Ntanga. Reportage, Peggy Mukunda.
Faire le point de la vision de la nouvelle équipe dirigeante du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et se rassurer de ces partenariats de longue date entre le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le PDDRCS, sujet au cœur d'une rencontre entre le coordonnateur national de PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Tangatita, accompagné de son adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba, et le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Maman. Cet engagement que j'ai entendu de la part du coordonnateur me rassure que les opportunités de collaboration et de renforcement de ce partenariat sont énormes et nous allons tous y travailler. Merci. Une rencontre très appréciée par les patrons du PDDRCS qui ne jurent que par la matérialisation de la vision du chef de l'État. Cette visite nous a permis d'établir les contacts et aussi de discuter sur un certain nombre de questions liées à notre collaboration présente et future. Et comme vous le savez, il y a quelques jours, le PNUD venait de doter PDDRCS d'un certain nombre d'équipements pour renforcer nos capacités opérationnelles en Ituri. Les questions liées pour une bonne collaboration entre le PDDRCS et le PNUD restent une priorité. Le centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaemo et le programme One 99 RDC viennent de signer un accord cadre, accord qui vise l'amélioration des soins de santé dans ces centres et pourquoi pas sur l'ensemble du pays. Les détails avec Diane Balaka et Eric Kabamba. La signature de cet accord cadre entre le centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaemo et la structure One 99 RDC est essentiel dans l'amélioration des soins de qualité en RDC et dans l'atteinte des objectifs assignés. Pour le directeur général du centre hospitalier universitaire Renaissance, cet accord ainsi conclu est un pas de géant dans la mise en place des systèmes hospitaliers efficaces. Ce que nous avons fait ensemble avec One 99, c'est de démontrer de manière assez claire que la prospérité, à la différence de la pauvreté, la prospérité, avant de la partager, il faut la créer. Et tout le rôle que nous avons aujourd'hui, de pouvoir faire notre part, ça veut dire mettre à disposition un hôpital moderne avec une ambition de 2500 lits à terme. Pour être en mesure justement de le faire, il nous faut des équipements et il nous faut de la science. Ces programmes entre les deux institutions visent à renforcer les infrastructures hospitalières et développer les pratiques médicales très avancées. Nous avons estimé qu'il était bon que nous puissions ramener un nouveau concept, un nouveau mode opératoire qui, d'un côté, va servir aux malades pour pouvoir diagnostiquer correctement des maladies, pour orienter des thérapies qui soient très ciblées. Le directeur général Alki Tengue et ses convives de 199 RDC ont visité les laboratoires diagnostiques et d'urgence. Pour préserver cet accord, il est urgent de consentir les efforts pour que cette initiative bénéficie aux plus démunis. La journée de la radio célébrée à travers le monde sur le thème radio et changement climatique, c'est l'occasion également pour la haute hiérarchie de la RTNC de dresser un état des lieux de la radio nationale et son impact à l'échelle internationale ainsi qu'en milieu rural. Peggy Mukunda. La 14e édition de la Journée mondiale de la radio a été célébrée de manière particulière dans une originalité médiatique à la radio-télévision nationale congolaise. Et ces médias officiels qui a vu les membres de sa direction générale et de son conseil d'administration partager leur expérience professionnelle à travers certaines prestations radiophoniques. Vraiment des équipements, de bons équipements alors, afin de vous transmettre les informations à temps réel à travers la République démocratique du Congo. Dans la profession, j'ai commencé par la radio. C'est là que j'ai affûté mes premières armes. Moi, je considère la radio comme étant la meilleure école de l'écriture journalistique. C'est là que j'ai pu peaufiner, améliorer mon écriture journalistique. Hier, on a présenté le matériel. Donc aujourd'hui, c'est le début de l'âge d'or pour notre radio. Vous devez mettre en place un bon programme avec des warriors journalistes que nous avons
on va atteindre toute la République démocratique du Congo. Placé sous le thème radio et changement climatique, la célébration de cette journée a permis à la haute hiérarchie de la RTNC de dresser l'état des lieux de ses médias officiels sous les échiquiers national et mondial, évaluer l'impact de la radio en milieu rural et de faire un parallélisme entre les thèmes nationaux et la réalité sociale congolaise. À Kinshasa, la Fédération des radios de proximité du Congo a réfléchi sur l'avenir de ce média. Au nom du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembo, a empêché. Nicolas Lianza, directeur de cabinet, y a pris part. Le directeur du cabinet du ministre de la Communication et Médias a pris part à la 14e journée mondiale de la radio. C'est jeudi 13 février à Kinshasa. Nicolas Lianza a représenté le ministre Mouyaya Empêché à cette célébration organisée par la Fédération des radios des proximités du Congo sous les thèmes « La radio et les changements climatiques ». Dans ce mot, Nicolas Lianza a rappelé l'importance de la radio depuis des lustres. Avec le thème de changement climatique qui a été retenu comme thème pour cette année, notre pays, la République démocratique du Congo, est le pays de choix, le pays par excellence pour ce thème, parce que nous sommes aujourd'hui pays solution pour le changement climatique. À tous les acteurs des radios communautaires en République démocratique du Congo et en particulier ceux qui sont présentement dans les zones occupées injustement par le Rwanda ainsi que ses supplétifs, nous ne pouvons qu'adresser nos vifs encouragements. Il a également invité à une réflexion en cette journée de la célébration de la radio sur le rôle indispensable de ces vieux médias et a souligné l'apport de la RTNC en province et le coin les plus reculés du pays. Pour lui, la radio demeure un outil fiable pour lutter contre la désinformation en masse. Pour mieux couronner cette journée, un concours a été organisé pour primer la meilleure radio sur la thématique du changement climatique. Je l'avais annoncé au début de ce journal, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, vient d'arriver en Allemagne ce jeudi. Le chef de l'État va prendre part à la 61e conférence de Munich sur la sécurité qui aura lieu du 14 donc au 16 février 2025. Plusieurs chefs d'État, ministres ainsi que des dirigeants des organisations internationales et non gouvernementales vont prendre part à cette rencontre de haut niveau. Reportage. L'édition 2025 de la conférence de Munich sur la sécurité qui se tient du 13 au 16 février dans la capitale de la Bavière rassemble plus de 450 décideurs de haut niveau et des leaders mondiaux dont les chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'organisations internationales et même des ONG. Cette rencontre annuelle est un rendez-vous incontournable pour discuter des enjeux stratégiques et géopolitiques du monde actuel. Voilà pourquoi cette année, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement à Munich pour parler de la paix et la stabilité aujourd'hui menacée dans la région de l'Afrique des Grands Lacs en raison de l'agression du Rwanda contre son pays, la République démocratique du Congo. Le président parlera aussi d'autres enjeux cruciaux tels que la coopération internationale, l'accès aux métaux critiques et les défis auxquels fait face son pays, la RDC. La présence du chef de l'État congolais à Munich souligne l'importance stratégique de la RDC aux yeux de la communauté internationale et comme le chef de l'État l'a déjà dit, on ne peut pas parler et décider sur le Congo sans les Congolais. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va donc plaider ici pour une plus grande implication de cette communauté internationale dans la résolution des conflits armés et face à l'instabilité endémique dans la région. En marge de ce grand forum sur la sécurité, il est prévu des rencontres en bilatéral de haut niveau avec plusieurs de ses homologues chefs d'État présents ici à Munich. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va aussi participer à des réunions stratégiques à huis clos avec d'autres décideurs mondiaux. Depuis Munich, Blandine Zovo, Faustin Massola, Serge Mwanza et Antatina pour la cellule de communication du chef de l'État.
ITL Selembao et Itibumbu, deux écoles de la capitale congolaise qui font désormais partie des bénéficiaires de bons fabriqués par des ex-Kuluna, entendez, jeunes inciviques désormais convertis en bâtisseurs par le service national sous la conduite du général Kassongo Kabouik. Reportage Cédric Kenina, Tony Djouma. C'est à se poser la question de savoir qui sont les artisans dans la fabrication de ces bancs. Eh bien, pour ceux qui doutent encore, ce sont les ex-Kuluna transformés en bâtisseurs du service national. Les convois arrivent à l'ITL Selembao et à l'Institut technique de Bumbu. 300 bancs livrés sur les 900. L'opération Pas une école sans bancs fait son chemin. Ce geste est ô combien si aimable que vous posez ces jours arrive à point nommé où nous passons les examens du premier semestre. Il nous permettra d'être libres dès ce lundi 17 février de mouvement non seulement pendant la passation des examens, mais aussi pendant les enseignements. Et participe dans une large mesure à l'amélioration des conditions dans la formation. C'est aussi une valeur ajoutée dans la gratuité de l'enseignement tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les commandants du service national, les lieutenants généraux, Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette enceinte où il y a 3 écoles et ces complexes regorgent plus ou moins 4500 élèves. Les besoins sont importants, mais on est en train d'avancer mollo mollo. On arrivera vraiment à résorber les déficits en banque qu'il y a dans cette école dans les tout prochains mois, disons avant la fermeture de l'année scolaire 2024-2025. D'une zone géographique à une autre, les cercles s'élargissent, les prochaines étapes vont concerner les provinces où les défis s'annoncent immenses, mais pas insurmontables. Fin de ce journal. Merci à l'équipe rédactionnelle, je cite Gauthier Kiasi, Keren Kankolongo et Diane Balaka. Réalisation, Simon Kankolongo. Coordination éditoriale Guy Matundu à 23h. Ce sera la prochaine livraison d'informations avec Boubouanan Mokondi. Madame, messieurs, bonsoir chez vous.